Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui est organisé par la Commission Entrepreneuriat et le Comité Gouvernance des entreprises du MEDEF. La mission du Comité Gouvernance des entreprises du MEDEF, c'est de porter l'idée, porter le message que la gouvernance est un facteur de performance. Alors, ce travail de conviction, d'une certaine façon, il est assez réussi puisque on a vu récemment un sondage qui a été organisé par BPI et qui montre que plus de 80% des dirigeants et dirigeantes de PME et de TI considèrent que la gouvernance est un facteur de performance. Alors, pour qu'elle soit facteur de performance, et c'est aussi ce que nous essayons de porter au sein du comité gouvernance, c'est de considérer que la gouvernance, ça n'est pas un corpus de règles. Si on pense que la gouvernance, c'est prendre les codes, cocher des cases, remplir 40 pages dans un rapport annuel pour dire qu'on respecte toutes les règles de la gouvernance, on a tout faux. La gouvernance, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Et pour terminer, de dire que on a souvent la question, mais donc au fond, pour vous, c'est quoi une bonne gouvernance? C'est ce qu'on a souvent l'occasion d'évoquer, c'est qu'une bonne gouvernance, c'est la vôtre, c'est-à-dire celle qui convient à votre entreprise, son histoire, son actionnariat, son stade de développement. Et c'est cela qui va vous permettre, à partir des bonnes pratiques qui existent, de trouver la gouvernance qui vous permettra de conduire votre entreprise sur le long terme et puis en particulier de gérer les difficultés parce que la vie d'une entreprise, elle est faite de beaux succès, pas d'échecs, mais parfois de difficultés. C'est souvent dans ces moments-là qu'on constate, et on le verra tout à l'heure, que une gouvernance adaptée, une gouvernance bien établie, permet d'être confronté, et permet surtout de surmonter ces difficultés. Parce qu'au fond, quand on regarde bien les choses, on constate que la plupart du temps, quand il y a des difficultés dans les entreprises, il y a à la base une gouvernance qui n'a pas bien fonctionné. Voilà ce que nous voulions vous dire pour introduire. Je vais laisser à ma camarade membre du comité gouvernance, Juliette Daboville, le soin d'introduire ce webinaire que vous pourrez retrouver en replay, ainsi que tous les autres webinaires que nous avons réalisés sur le site dédié qui s'appelle gouvernancedentreprise.fr. Vous avez des livrables, vous avez des replays qui vous permettent de réécouter ce que nous avons essayé de porter comme message et puis comme élément concret, parce que le but, c'est, vous allez nous écouter pendant 1h30, c'est que vous repartiez avec une idée pour votre entreprise, pour votre environnement. Merci Patrick, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis particulièrement heureuse de co-animer ce webinaire avec des intervenants absolument hors pair. Pourquoi? Parce que gouvernance et difficultés des entreprises, c'est une de mes baselines, vraiment, qui est la bonne gouvernance, ça n'a jamais créé de grandes entreprises. Ce sont les entrepreneurs qui les font. Donc, c'est vous tous. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand une entreprise échoue, une mauvaise gouvernance n'est jamais loin. Donc, gouvernance et difficultés des entreprises sont deux thèmes intrinsèquement liés. Alors, au cours de ce webinaire, on va se pencher sur deux grandes thématiques. La première, ça va être anticiper, prévoir. Comment la gouvernance peut être un outil pour éviter de se retrouver en difficulté. Parce que la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve facile, on le sait tous. Et la seconde partie sera l'entreprise au cœur de la crise, comment réagir au mieux. J'ai envie de vous le résumer de façon assez simple, c'est le dicton populaire, mieux vaut prévenir que guérir, en partie 1, et en partie 2, mieux vaut guérir que mourir. Donc très simplement, pour faire ça, on s'est tourné vers le meilleur corps médical. L'entreprise est en crise, elle est malade, et donc on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir les meilleurs médecins de l'entreprise. Et vous savez tous que pour devenir médecin, il y a deux conditions préalables. La première, c'est de supporter un long parcours académique sans faille. Et la seconde, c'est une expérience hors pair, parce que quand on n'a pas l'un et l'autre, on n'est pas capable de bien conseiller les entreprises. Donc les 4 intervenants que nous avons aujourd'hui sont tous les 4 des médecins de très haut vol, avec des parcours académiques sans faille et une expérience hors pair. Et je vais vous les présenter les uns après les autres. Julien Braque, donc parcours académique sans faille, un diplôme d'avocat dans la poche. Julien va s'installer comme médecin de ville, pour commencer, avant d'être opéré au niveau national.
Il est repéré au niveau national, au plus haut niveau, à Bercy. Et donc, il va rejoindre Bercy. Et là, il va avoir une première partie de sa vie sur justement anticiper, en accompagnant les entreprises sur tout ce qui est droit des sociétés et gouvernance, en créant le cadre légal. Et une seconde partie de sa vie qu'il a rejoint, qui est au cœur de la crise, au sein du CIRI, où il s'occupe d'entreprises en restructuration, en difficulté. Alors, Julien, CIRI, c'est un terme quand même un petit peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que le CIRI? Oui, alors le CIRI, c'est le comité interministériel de restructuration industrielle. C'est cette équipe d'une petite dizaine de personnes qui est rattachée au ministère de l'économie à Paris et qui accompagne à leur demande, vraiment dans une logique de service public, à la disposition des entreprises. Les entreprises, lorsqu'elles rencontrent des difficultés plus ou moins passagères, en principe, on a un seuil d'intervention, c'est les entreprises de plus de 400 salariés, puisque pour les entreprises en dessous de 400 salariés, il y a d'autres structures réparties partout sur le territoire national, au niveau départemental, pour accompagner les entreprises. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà, un service public à la disposition des entreprises, à leur écoute pour les accompagner dans les difficultés. Merci beaucoup, Julien. Delphine Inesta. Alors, Delphine, pareil, École normale supérieure, HEC. Elle a commencé sa carrière chez PwC. Alors, Delphine, c'est un médecin de niche qui utilise les meilleures techniques médicales et paramédicales. Son objectif, elle a développé en fait un talent spécial qui est capable de détecter les maladies des entreprises et d'accepter de porter une part des maladies des entreprises pour les en sortir. Donc aujourd'hui, Delphine a créé Arcol, qui est une société de gestion à destination des PME et des ETI, qui font face à des enjeux justement de restructuration, de difficultés. Et Delphine, vous êtes également secrétaire générale de l'Association des investisseurs en retournement. Donc vraiment un sujet qui vous tient à cœur, où vous avez développé beaucoup de choses. Merci Delphine d'être avec nous. Alors, Patrick Sayer. Alors, Patrick Sayer, Polytechnique, École des mines de Paris, et licencié en droit. Donc, un parcours quand même assez atypique. Plusieurs casquettes. Qui fait qu'il va être associé gérant de Lazare, président du directoire d'Euraseo, membre de conseil d'administration d'entreprise. Je n'ose même plus compter le nombre de conseils d'administration d'entreprise. Donc, Patrick Sayer connaît ça sur le bout des doigts. Et donc, tout ce profil juridique, financier, technique, stratégique, le prédestinait tout naturellement à devenir patron de l'ordre des médecins. Et donc, il a été nommé président du tribunal de commerce en ce début d'année. Merci Patrick d'être avec nous. Marine Simoneau. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand on va voir un médecin, on ne sait jamais très bien comment se passe ce parcours de soins. Et donc, on a besoin d'experts en parcours de soins. Marine Simoneau est associée au sein du département Restructuring droit des entreprises en difficulté du cabinet UGGC. Et elle est donc experte du parcours de soins, et une experte assez atypique, reconnue au niveau national et international. La preuve en est, elle a été classée Rising Star Partner, Restructuring 70, Best Lawyer. Elle n'arrête pas, mais c'est une vraie experte du parcours de soins. Donc normalement, vous avez autour de la table toutes les personnes qu'il faut pour que votre parcours de soins soit le plus simple possible et toujours anticipé. Donc on vous rappelle que pour ce webinaire, vous pouvez, et surtout faites-le, poser des questions par le chat. Et je crois qu'on peut commencer la séquence avec des invités hors normes. Merci beaucoup. Alors, anticiper et prévoir. Mieux vaut prévenir que guérir, on le sait tous. Et on sait tous que les difficultés d'une entreprise sont courantes. La gestion et le développement d'une entreprise, on a toujours des enjeux qu'on ne pouvait pas anticiper, qui ne sont pas dans l'ordre normal des choses. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc ma première question va se tourner vers Patrick. Patrick, au regard de votre expérience, quels sont pour vous les basiques d'une gouvernance efficace pour être prêt à affronter tous les enjeux imprévus d'une entreprise? Alors je vais vous répondre sans rentrer dans les affaires que j'ai connues, mais
je ne serais pas ce que je suis si certaines affaires ne m'avaient pas personnellement marqué. Parce que, aussi bien mon père que j'aimais infiniment que mon beau-père, que j'aimais tout autant, ont chacun connu un échec avec leur entreprise. Celle de mon père, elle était sans doute la plus connue de vous tous, parce que c'était un épicier parisien qui s'appelait Félix Potin. Et j'imagine que vous connaissez tous. Lorsque on regarde ce qui amène les dirigeants dans la situation dans laquelle ils sont, quand ils en viennent à éprouver des difficultés, il y a deux choses. D'abord, ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a en réalité quand même un sujet d'information et d'éducation. Et je suis assez frappé, et là c'est mon expérience en tant que juge qui parle, de voir à quel point des chefs d'entreprise sont surpris par la réalité brutale d'un certain nombre de règles qui s'imposent à eux. Bah oui, la part salariale des URSSAF, c'est pas du crédit gratuit. Ça appartient aux salariés, il faut le payer. Bon. Donc déjà, j'ai remarqué ce problème de déficit d'éducation, d'information. J'imagine que le MEDEF, notamment, a un certain nombre de programmes d'éducation continue, et ça me paraît essentiel. Formez-vous, informez-vous, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est le faux ami de la dette. Certes, lorsqu'on regarde les plus grandes réussites économiques françaises, ce sont des gens qui ne se seraient pas construits sans un recours à l'emprunt. Je ne citerai personne, mais on y pense tous. Et certains sont passés par des moments particulièrement compliqués de leur existence. Mais comme le dit Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient tout nus. Et les arbres ne montent pas au ciel, même que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, les arbres ne montent pas au ciel, et à un moment, l'effet de levier devient un effet de massue au moment où on n'y songe pas. Nombre d'entreprises qui a été pris au piège par le Covid, par l'Ukraine, par la montée des taux d'intérêt, il y a systématiquement et de plus en plus des disruptions. Et donc, il faut en permanence prévoir l'incidence de ces disruptions auxquelles on ne s'attend pas. Et le troisième point, j'y viens, et je l'ai vécu en tant que tel, vous l'avez dit parfaitement, ce n'est pas la gouvernance qui fait une bonne entreprise, mais c'est parfois la gouvernance qui peut amener une entreprise à se déliter. Et donc il est essentiel que le groupe, est-ce que c'est le comité de direction, est-ce que c'est un conseil d'administration, est-ce que c'est un conseil de surveillance? L'une des difficultés, on pourrait y revenir, c'est qu'avec la flexibilité que donnent les statuts de SAS, on ne sait pas exactement où nous sommes, et de plus en plus d'entreprises utilisent ces statuts que l'on peut, dans le fond, écrire à peu près comme on veut. La vraie difficulté, c'est qu'il ne faut pas avoir autour de soi des yes men, des gens qui acquiescent à tout ce que vous dites. Et toutes les difficultés que j'ai rencontrées étaient souvent le fait qu'autour des dirigeants, il n'y avait personne capable de les challenger réellement. Et ce challenge, c'est le wake-up call qui est essentiel pour le dirigeant, parce qu'il faut se dire que le banquier qui pourrait jouer ce rôle-là ne le fait pas systématiquement. Je pourrais reprendre, mais je vais passer la parole à mes collègues. Merci Patrick. Donc on pourrait dire à chaque dirigeant d'accepter d'être challengé, car qui ne rend pas compte ne se rend pas compte. Et c'est très intéressant ce que dit Patrick, puisqu'on revient sur le sujet attitude versus corpus de règles. Ah bon, il faut que je mette en place une gouvernance, donc
sous quelque forme que ce soit, et vous l'avez cité, mais si elle ne vit pas cette gouvernance, et c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté, ça a d'ailleurs été notre premier webinaire, les basiques de la gouvernance, et dans les basiques de la gouvernance, il n'y a aucun critère de nature juridique ou code, ce sont des critères de nature humaine, la capacité à écouter, le courage, l'humilité, oubliez, si vous voulez rompre votre solitude de dirigeant ou dirigeante et que vous avez l'impression que en mettant en place un petit comité de copains et d'amis qui vous challengeront jamais, ça ne marchera pas. C'est vraiment très intéressant. Et alors, toujours dans cette logique d'anticiper et prévoir, on peut toujours estimer que c'est très difficile de prévoir l'imprévisible. Mais d'une certaine façon, on peut mettre en place des dispositifs qui permettent de réduire au maximum les conséquences d'événements, on en parlera tout à l'heure avec le Covid, les conséquences d'un événement qui n'était pas prévisible. Et pour cela, il y a des bonnes pratiques, il y a des attitudes, on l'a évoqué, il y a des process internes. Et ce serait intéressant, Delphine, si vous pouviez nous éclairer, à la fois au travers, ça a été évoqué tout à l'heure, de votre activité de dirigeante d'entreprise, et puis l'activité au sein de l'association des fonds d'entournement, parce que je pense que vous voyez beaucoup de situations qui, d'une certaine façon, auraient pu être évitées. Oui, c'était imprévisible, mais la façon dont le caractère imprévisible d'un fait vous a amené dans le mur ou vous a amené à rebondir, eh bien, on revient en amont à ce qu'évoquait tout à l'heure Patrick Sayer. Oui, bien sûr. Bon, déjà, je pense qu'il est important de dire que chaque cas est unique, mais en effet, ce qu'on constate dans ma pratique d'investisseur, de patron d'entreprise et en effet du poste d'observation qu'est l'AIR, c'est que chaque cas révèle également son lot de surprises, c'est-à-dire que les choses ne se passent jamais comme on les avait prévues. Donc la question pour moi n'est pas tant de prévoir l'imprévisible que d'essayer de trouver des solutions pour savoir s'adapter, se remettre en cause, anticiper. Donc quand j'ai préparé cette matinée, j'ai décidé de mettre en avant 2 outils et 2 bonnes pratiques. Il y a plein évidemment de solutions, mais j'ai choisi de mettre en avant 2 outils et 2 bonnes pratiques qui me semblent absolument essentielles quand on doit faire face à l'imprévisible. Le premier outil qu'on voit assez rarement dans les entreprises sur lesquelles on se penche, c'est un prévisionnel de trésorerie. Donc ça paraît un peu tarte à la crème de le dire, mais le prévisionnel de trésorerie, c'est l'essence qu'on va mettre dans le moteur et c'est ce qui va nous permettre de savoir, dans le temps qui nous est laissé quand on est en difficulté, quelle va être notre marge de manœuvre pour mettre en place des mesures et quel va être notre scope d'action avant un potentiel crash. Quand la situation est plus sereine, c'est aussi ce qui va nous permettre de définir jusqu'où je peux pousser des investissements, quel est mon volant pour recruter et quel niveau de trésorerie je dois laisser dans mon entreprise pour avoir ce qu'on appelle un buffer, un coussin, pour pouvoir anticiper d'éventuelles difficultés. Donc le prévisionnel de trésorerie, c'est un outil absolument essentiel à mettre en place. La deuxième chose sur laquelle on travaille en général avec les entreprises qu'on rachète ou celles qu'on étudie, c'est un reporting clair, efficace, synthétique. Dans les entreprises en difficulté, on s'aperçoit qu'il y a souvent une qualité de l'information qui n'est pas satisfaisante. Et donc on va chercher, avec les cadres de l'entreprise, à mettre en œuvre les bons indicateurs pour comprendre cette entreprise puisque c'est un élément essentiel, avoir la lucidité nécessaire sur la réalité de l'entreprise pour pouvoir anticiper d'éventuelles difficultés. Voilà, donc 2 outils, prévisionnel de trésorerie, reporting clair et synthétique, et puis 2 bonnes pratiques. La première bonne pratique, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on s'aperçoit souvent dans les entreprises qui arrivent sur notre bureau que les actifs ont été très largement financiarisés. Les stocks ont été gagés, l'immeuble a été mis dans une opération de sell and leaseback avec un crédit bail ou autre, les créances ont été cédées, parfois même la marque a été mise sous fiducie. Et dans ces cas-là, évidemment, quand on arrive dans une période de basse eau, c'est plus difficile de faire face aux difficultés. On a moins de latitude, la structure financière est plus lourde. Donc nous, on va chercher à redoter l'entreprise de ses actifs. Et c'est une pratique qui va un petit peu à l'encontre de celle qu'on voit beaucoup dans nos métiers de fonds d'investissement, qui présentent une sophistication financière plus importante. Nous, on va retourner à des règles simples, de faire en sorte qu'une usine, les murs appartiennent à l'entreprise, parce qu'en effet, quand le volume est moins là, si on n'a pas un loyer à payer, c'est plus facile de se redresser. Et la dernière bonne pratique que je voudrais mettre en avant, elle est un peu plus diffuse. C'est une pratique
un peu managérial qui tient à l'intuition du chef d'entreprise. Alors ça peut faire peur parce qu'on se dit mais moi j'ai pas forcément d'intuition. En fait je pense que ça se travaille et ça se travaille par, et vous l'avez dit tout à l'heure, travailler l'écoute. Une entreprise, c'est un fabuleux poste d'observation sur un marché. Et je pense que le chef d'entreprise, s'il est en contact avec, en externe, ses clients, ses fournisseurs, les acteurs publics, locaux, parfois aussi ses confrères ou compétiteurs, mais qui peuvent aussi être des confrères, ça peut apporter des informations précieuses. En interne, les collaborateurs, les membres du comité de direction, mais également les instances représentatives du personnel, être à l'écoute de son marché, ça permet de détecter un certain nombre de signaux. Et on l'a vu avec le Covid, les entreprises s'en sont en général parfaitement bien sorties, d'autant mieux que le dirigeant était à l'écoute. Et le deuxième point pour travailler cette intuition, moi j'ai toujours été frappée de la difficulté du chef d'entreprise. C'est un job extrêmement difficile, il me semble, parce que le chef d'entreprise, il doit à la fois être dans le très concret, réussir à résoudre des problèmes du quotidien et avoir un peu la tête dans les étoiles, être capable de faire un business plan à 5 ans, avoir une vision de la raison d'être de l'entreprise. Le chef d'entreprise, il doit être dans le tout petit, le diable se cache dans les détails et c'est parfois d'un détail que peut venir un gros problème et à la fois dans la vision beaucoup plus large. Et je crois que c'est dans ce dialogue entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre le très concret et le plus abstrait, que se nourrit l'intuition, l'origine de l'intuition du chef d'entreprise qui va pouvoir mener ses troupes vers un avenir serein, de développement stable et solide. Voilà, donc 2 outils, 2 bonnes pratiques, il y en a plein d'autres, mais je pense que si on a ça, on est déjà pas mal armé pour faire face à l'imprévisible. Très intéressant ce que vous évoquez, parce qu'à un moment donné, justement, c'est un dirigeant ou une dirigeante, c'est une personne physique qui dirige, et cette intuition, elle doit être objectivée. Vous l'avez rappelé notamment au travers du reporting, à titre d'exemple, et pour ça de dire s'entourer, ça a du sens. Souvent l'occasion dans les start-up et petites entreprises que nous accompagnons. Pour traiter du reporting, leur dire mais écoutez, le reporting c'est pas fait pour les investisseurs, c'est d'abord pour vous. Et donc proposez-le nous parce que c'est une façon pour les gens qui accompagnent le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise de percevoir selon quels critères ils considèrent comme importants pour justement adresser le fonctionnement de son entreprise et faire face ou prévenir d'éventuelles difficultés. Donc c'est absolument passionnant et on en revient aux basiques et ce sont ces basiques qui permettent effectivement aux dirigeants ou aux dirigeants d'entreprise d'être un bon dirigeant au sens efficace et capable de mener sur le long terme son entreprise. Il y a effectivement un côté visionnaire pour le dirigeant d'entreprise. Et en fait, la gouvernance, c'est un sujet qu'il faut anticiper avant qu'il soit trop tard. C'est Talleyrand qui le disait, quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Donc quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. L'urgence, c'est quoi? C'est tous les retards accumulés ou la non-anticipation. Alors, Marine, quel exemple concret avez-vous vu dans votre vie d'une gouvernance qui a bien fonctionné avec cette vision d'anticipation? Bonjour à tous. Effectivement, en tant qu'avocat, nous sommes extérieurs à l'entreprise. Nous intervenons à un moment donné où le dirigeant, qui va être notre interlocuteur principal, a déjà vécu beaucoup et a déjà essayé un certain nombre de choses et arrive à un certain moment de lassitude, de fatigue. Et il faut aussi, quand on est conseil, prendre bien en conscience cela, c'est-à-dire que quand tout va bien, ça va bien, mais quand les difficultés commencent à venir, voilà, c'est un cercle qui peut être difficile. Et la gouvernance, c'est un métier ô combien difficile, avec toutes les difficultés que peut connaître une entreprise bien naturellement. Par contre, on peut voir que, d'un point de vue extérieur, qu'une bonne gouvernance, elle donnera une chance à l'entreprise de rebondir ou de trouver une solution, tandis qu'une gouvernance qui n'aura pas fonctionné rendra les choses extrêmement compliquées et ne permettra pas forcément d'assurer la survie à l'entreprise qui, si la réaction avait été anticipée, par contre, aurait pu se poursuivre. Donc une bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui, évidemment, va partager l'information entre elles, parce qu'il n'y a rien de pire que bien d'avoir une information qui n'est pas diffusée auprès des différents membres de la gouvernance. Un chef d'entreprise, il est dans le quotidien. La gouvernance qui l'entoure doit les donner, à mon sens,
une vision différente, un apport. Chacun doit jouer son rôle. C'est un travail d'équipe où chacun doit bien tenir son rôle pour, quelque part, attirer l'attention sur tel ou tel point qui peut être son champ de compétences. Et également, ce qui est très important, effectivement, ce qui a été dit, c'est les prévisionnels, des choses comme ça, mais c'est aussi de s'assurer que l'information est fiable. Parce que comment prendre une bonne décision sur des informations qui ne sont pas fiabilisées. Et on le voit un certain nombre de fois, où finalement, les données n'auront pas été celles qui étaient justes, et où les décisions peuvent être prises sur des bases qui, finalement, si l'information a été fiabilisée et fiable, auraient pu donner d'autres solutions. Ensuite, une gouvernance qui donne les chances à l'entreprise de poursuivre, c'est aussi un dirigeant qui prend les décisions. Parce que, évidemment, quand il y a des difficultés, on peut toujours penser que ça va s'arranger, qu'on va trouver des solutions, que, voilà. Il y a toujours, évidemment, et c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur, donc évidemment, il se projette sur l'avenir. Par contre, l'absence de décision à un moment clé, peut être source de difficultés supplémentaires, tandis que décider au bon moment, d'anticiper, ça permettra de donner des chances, de mettre en place les outils qui seront nécessaires pour trouver la solution. Ça sera source de confiance, notamment au niveau des partenaires bancaires, au niveau des différents partenaires à qui on va demander des efforts, parce qu'on voit bien que toute mesure de restructuration nécessite du temps, et il faut prendre une décision. Et évidemment, quand on n'a plus le choix, on n'a pas le choix que de décider d'y aller. Par contre, quand on anticipe, ça veut dire qu'il faut anticiper une décision et aller pour être sûr de donner la chance aux mesures de prospérer. Donc, moi, j'ai le souvenir d'un dossier où on voyait bien qu'à un moment donné, il y avait une impasse qui se profilait, mais la décision de recourir aux différents outils dont on va parler plus tard a été prise suffisamment en amont pour pouvoir travailler sur un plan opérationnel, pour pouvoir partager l'information auprès des interlocuteurs dont on aurait besoin plus tard, aussi bien bancaires que publics. Et donc, c'est parce que la décision aurait été prise au bon moment que ça donne de la confiance aux personnes dont on va demander de faire des efforts, parce que on ne sauve pas une entreprise tout seul. Voilà. Je vais rebondir sur ce que vous évoquiez, peut-être demander à Julien son sentiment comme ça en live et puis de façon très impressionniste. Vous êtes retrouvé en face de dirigeants et dirigeants d'entreprise. Alors, on va en parler au cœur de la crise avec le Covid, etc. Mais disons, mais c'est juste pas possible qu'il ait rien vu venir. Et quelle en est la raison? Est-ce que vous avez quelques exemples de raisons pour lesquelles quelque chose aurait pu être prévu? Parce que l'imprévisible, il peut pas être prévu par nature. Est-ce que vous avez quelques... Alors, oui, j'ai deux grandes catégories de situations en tête. La première, c'est effectivement l'imprévisible. On aura l'occasion d'y revenir, mais lorsque un choc exogène totalement imprévisible, rétrospectivement peut-être pas si imprévisible que cela, mais comme la crise sanitaire éclate et place très subitement le pays sous confinement, là, c'était évidemment impossible de le prévoir. Le reste des situations, je pense que pour l'essentiel, et si on veut être un peu schématique, elle se rapporte au fait que les bonnes pratiques auxquelles Delphine faisait allusion tout à l'heure n'ont pas été mises en œuvre. Beaucoup d'entreprises que l'on voit nous saisir et qui ne sont pas confrontées, je dirais, à un choc conjoncturel sur leur marché ou au retrait subite d'un contrat ou que sais-je encore, mais qui sont confrontées à des problèmes plus structurels, n'ont pas vu la situation de crise arriver, situation de crise provoquée par ces problèmes, parce qu'ils n'avaient pas de prévisionnel de trésorerie et de reporting synthétique. Ce qui, évidemment, en plus, ensuite complique le traitement de la difficulté, puisque avant de pouvoir traiter la difficulté, il faut reconstruire ces outils dans un contexte de très grande tension où il faut agir, évidemment, très vite. Donc, voilà, je dirais, évidemment, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais être équipé des outils qui sont parfois des outils assez simples, auxquels Delphine a fait allusion, ça peut vraiment permettre de se prémunir contre beaucoup de situations. C'est quand même un choc, Juliette. C'est un choc de se dire que les basiques
là de fonctionnement interne de l'entreprise mène irrémédiablement à une situation extrêmement délicate pour les entreprises. C'est d'avoir à rappeler que, by the way, ce qu'a très bien présenté Delphine tout à l'heure, il y a des basiques de fonctionnement de l'entreprise pour permettre de tempérer les difficultés, ou en tout cas de n'avoir à traiter que des difficultés qui relèvent de l'imprévisible. Alors, Patrick, c'est exact. Et je vais tout de suite rebondir parce qu'on a une question de ceux et celles qui nous écoutent. Vous n'avez pas abordé la cartographie des risques. N'est-elle pas indispensable pour anticiper les risques et évaluer les impacts potentiels d'une crise? Qui veut répondre? Je veux bien dire un mot. En effet, et si on ne l'a pas abordé, je pense que c'est déjà une forme de réponse. La cartographie des risques. Alors, depuis 15 ans que je fais ce métier, j'en ai jamais vu dans les PME qu'on a rachetées. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'a pas un document qui s'appelle cartographie des risques que le dirigeant, le chef d'entreprise, n'est pas parfaitement conscient de l'importance de pouvoir les percevoir ou les définir. Mais en revanche, ça se fait souvent de manière ad hoc, par les échanges dont je parlais tout à l'heure, par les réflexions que le dirigeant peut avoir avec son comité stratégique ou au sein de son comité de direction, et également par cette fameuse intuition dont on a parfois du mal à définir les contours, mais qui est le propre d'un dirigeant qui doit en effet voir l'avenir, sentir les détails, percevoir les tendances. Mais en effet, de cartographie de risque, j'avoue que je n'en ai pas vu beaucoup. Au risque d'être contrariant, dans toutes les entreprises où j'ai vu des cartographies des risques, le risque qui s'est finalement matérialisé n'était pas sur la carte. Merci beaucoup. Donc je crois qu'on peut effectivement reboucler avec ce qu'on disait en introduction, la gouvernance. Attention, ne pensez pas qu'en termes de conformité, la gouvernance, c'est d'abord beaucoup de qualité de vous d'autres en tant que dirigeants et être en capacité de s'entourer d'un collectif. Choisissez le collectif que vous voulez, peu importe la forme, conseil d'administration, conseil consultatif, comité, tout ce qu'on veut, mais accepter d'être challengé, c'est toujours la même chose, qui ne rend pas compte ne se rend pas compte. Sinon, vous êtes trop le nez dans le guidon. Alors, notre propos n'est pas quand même d'éliminer totalement cet exercice qui est pratiqué notamment dans les entreprises dans lesquelles il y a un actionnariat divers, soit entreprises cotées, soit non cotées avec des fonds d'investissement. Mais au-delà de l'exercice avec les couleurs rouge, vert, orange, comme on en a tous connu, ce qui m'a paru intéressant dans cet exercice, c'est la réflexion du plan d'action à mettre en œuvre. Et notamment le plan de continuation d'activité. Bon, j'ai une usine qui brûle ou j'ai un fournisseur qui me plante. Comment et donc la cartographie, c'est au-delà du mot, c'est plus. On revient à ce que nous avons évoqué tous ensemble, c'est plus de réfléchir aux risques potentiels qu'on peut avoir dans son entreprise et surtout de mettre en place le plan d'action potentiel pour tenter de résister aux difficultés qui apparaissent. Mais on revient sur ces sujets qu'on va évoquer, réévoquer et rappeler, et tu viens de le dire, oublier le formalisme et la compliance, quoi. Analyser vos risques et pas vos risques simplement opérationnels au jour le jour. Je suis d'accord, Patrick. On a une seconde question. On va reboucler justement avec la question du collectif, qui est une question sur les collaborateurs. Vous avez parlé d'intuition managériale. En dehors du chef d'entreprise, comment évaluer les compétences des collaborateurs pour garantir qu'ils sont prêts à faire face aux situations de crise potentielle? Qui veut se lancer? Moi, je le disais tout à l'heure, pas de yes men. Et donc, avoir un directeur financier qui joue parfaitement son rôle, en évitant, et je l'ai vu trop souvent, des collusions entre dirigeants et directeurs financiers, voire l'un étant le conjoint de l'autre, ce qui pour moi a marqué d'un point rouge.
l'indépendance du directeur juridique. Et donc, c'est pour ça que je suis personnellement assez favorable au texte de loi qui est actuellement examiné, parce qu'il permettra, moyennant des contraintes qui s'imposent sur l'avocat en entreprise, ou d'avoir une véritable indépendance vis-à-vis du dirigeant. Et ça, c'est essentiel. Et ça, ce sont des points sur lesquels on ne peut pas transiger. Le fait qu'un directeur juridique puisse dire les yeux dans les yeux au patron, stop, il ne faut pas faire ça. C'est pas je ne pense que tu ne devrais pas faire ça, c'est il ne faut pas faire ça. Le directeur financier qui lui dit si tu continues, on sort de la route. Il faut l'admettre, et ça c'est indispensable. Et un dirigeant qui ne laisse pas autour de lui se construire une culture du dialogue franc, il se conduit à l'échec, il va à l'échec, me semble-t-il. Merci beaucoup. Effectivement, on a tous en tête quand même des exemples de catastrophes nucléaires, c'est le cas de le dire, de grandes entreprises où le dirigeant n'a pas laissé autour de lui se créer un écosystème de gens qui étaient en capacité de le challenger, avec bienveillance bien sûr, mais sans complaisance. Et ce courage que l'on doit laisser grandir autour de soi permet justement de garder l'intuition, mais qui est une intuition qui sera prouvée et qui permettra d'avancer dans la grande direction avec le collectif. Merci. Un mot dans le cadre des discussions qui pourront avoir lieu quand on utilisera les outils de la prévention ou du traitement de difficultés. En plus, le challenge, le dirigeant est challengé par les interlocuteurs qu'on va mettre autour de la table. Donc, s'il n'a pas lui-même été challengé par ses propres équipes, il n'est pas prêt à répondre. Et il n'y a rien de pire que de ne pas être prêt à répondre aux personnes que vous allez demander de vous accompagner dans le cas des difficultés. Et donc, ce travail d'équipe, il est essentiel. Il faut aussi écouter le retour, en tout cas, des salariés. Parce que parfois, ils ont des choses à dire qui doivent être entendues, qui sont intéressantes. Ils ont leur manière de voir les choses au niveau des IRP. Parfois, ils sont peut-être un petit peu trop mis de côté. Ils ont peut-être, eux, leur manière de voir. Et je pense que c'est parce qu'on aura un dirigeant qui aura écouté, qui aura été challengé et qui aura retravaillé ses fondamentaux, qu'il inspirera de la confiance. Et c'est ça qui aide et qui, en tout cas, nous aide à ses côtés à convaincre que on a quelqu'un qui a conscience de ce qui s'est passé, qui a conscience de ce qui doit être fait et qui se rend compte. Et c'est parce qu'il aura été challengé par ses équipes et qu'il aura été écouté, qu'il aura écouté les avis. Moi, ce que je dis, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et c'est vrai dans le domaine juridique, mais je pense dans tout domaine. Et donc, il faut pouvoir avoir cette humilité d'écouter. Et ça participe de la confiance qu'on peut donner aux personnes avec qui on va dire faut nous donner de l'argent, faut nous aider. Sinon, je pense que c'est plutôt quelque chose qui peut dire on ferme un dossier. Merci beaucoup. Et c'est vrai que la confiance, c'est toujours beaucoup plus difficile à construire qu'à détruire. Donc ça veut dire que la confiance, c'est bien sur notre partie une, anticiper et prévoir, créer cet écosystème de confiance. Entourez-vous des meilleurs, faites-les grandir. Si vous avez la confiance en période de difficulté, vous serez bien entouré. Si vous n'avez pas créé cette confiance, c'est pas en période de difficulté qu'elle sera créée. Et les meilleurs, c'est pas forcément les meilleurs sur le plan technique. Il faut avoir des gens qui ont l'expérience, mais on parle beaucoup en termes de recrutement de hard skills et de soft skills. C'est aussi d'avoir des personnalités à soft skills approfondies, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le courage, l'écoute. Alors on y est, on a travaillé sur anticiper et prévoir, comment on a pu le faire, puis on est au cœur de la crise. Donc c'est la deuxième partie de notre webinaire. Les difficultés surviennent, une crise survient, et bien au fond, comment l'entreprise fonctionne, quelle gouvernance mettre en place, ou au contraire comment faire fonctionner sa gouvernance pour affronter ces difficultés. Et on constate, et la crise du Covid a été très intéressante, parce que là on n'est pas du tout dans le anticiper et prévoir, sauf quelques personnes qui ont écrit à un moment donné que peut-être qu'il pourrait y avoir une pandémie de ce type, mais cette crise a quand même révélé que
il y avait des situations qui n'avaient pas été envisagées. Par exemple, la trop grande diversité de l'approvisionnement, le sujet de souveraineté de l'approvisionnement et de gestion de tout ce qui permet de faire tourner les usines. Donc il y avait des points de surveillance qui auraient pu être anticipés, nonobstant la cause de la crise, qui est une cause là totalement exogène. Alors Julien Braque, votre expérience serait intéressante et notamment si on veut partir de ce contexte de crise du Covid, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez perçu, et au fond, là encore, ce qui est très intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est quels sont les grands principes ou les grandes raisons qui ont fait qu'il y a des entreprises qui s'en sont mieux sorties que d'autres, et voire même qui ont rebondi au travers de cette crise, qui en ont profité pour pivoter? Je pense que je vais repartir d'abord de mon expérience personnelle, puisque lorsque la crise sanitaire éclate, je suis sur un poste précédent au Trésor où je m'occupe de droit et société et de gouvernance des entreprises. Et charité bien ordonnée, le droit et société n'était évidemment pas du tout adapté à une situation dans laquelle plus personne ne pouvait se réunir. Je veux dire, un conseil d'administration, une assemblée générale, c'est fondé sur l'idée de gens qui se réunissent dans une salle pour discuter. Là, ce n'était plus possible. Et il a fallu très rapidement, en une dizaine de jours, adapter ce cadre juridique qui était pourtant très ancien. Et si j'essaie de transposer cela à la situation particulière d'une entreprise en difficulté et d'enrichir cette expérience de ce que j'ai pu voir depuis 2 ans et demi au CIRI, je pense que le point de départ, lorsqu'on est confronté à une crise, c'est en fait la même chose que ce qu'on dit depuis tout à l'heure pour anticiper, c'est le collectif. Il est très difficile pour un dirigeant qui est confronté à une crise qui peut parfois être extrêmement subite et très brutale, de s'en sortir seul. Et de la même façon, très difficile pour l'entreprise de rester seule. Il faut donc qu'elle se fasse accompagner. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de compétences, beaucoup de bienveillance qu'on peut solliciter pour se faire accompagner dans cette situation-là. Ce sont évidemment des conseils juridiques et financiers qui vont aider à faire le clair sur la situation. C'est évidemment le tribunal de commerce qui va aider dans la prévention et puis ensuite dans le traitement, avec beaucoup de procédures, une boîte à outils qui est extrêmement riche, on aura l'occasion d'y revenir, et qui va permettre de se faire accompagner par un administrateur judiciaire qui sera mandataire ad hoc, conciliateur, etc. C'est des mots qui peuvent parfois faire un peu peur. On a peur que ce soit rendu public. Non, c'est confidentiel. On a peur qu'on mette en vente notre entreprise. Non, on est là pour traiter la difficulté avec le chef d'entreprise. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur de ces outils et s'en saisir. Et puis il y a évidemment, mais on y reviendra ensuite, beaucoup de soutien qui peut être sollicité, et on le comprendra bien dans un pays comme le nôtre, auprès de l'État. Auprès de l'État, dans les départements, dans les régions, en centrale auprès du ministère de l'économie, beaucoup de structures qui sont dédiées à l'accompagnement des entreprises et des chefs d'entreprise dans ces phases, et qui sont vraiment, encore une fois, j'y insiste, des services publics. On est là pour rendre service à l'entreprise, on est à sa disposition, à son écoute pour l'accompagner dans cette phase-là. Donc je pense que le premier critère, c'est évidemment le collectif. Et puis ensuite, moi, si très modestement et humblement, après avoir vu quelques dossiers au CIRI, je pense qu'il y a 3 points assez importants. Le premier, c'est qu'il faut très rapidement essayer de mettre la situation au clair en gardant en tête un facteur essentiel qui est le facteur temps. C'est-à-dire qu'il faut très rapidement savoir de combien de temps on dispose et accepter que si on ne dispose que de 2 semaines, 1 mois, 3 mois pour régler la situation, parce qu'on n'a plus que 2 semaines, 1 mois, 3 mois de trésorerie dans la caisse, c'est dans ce temps-là qu'il va falloir agir, et ça va contraindre d'autant les capacités d'action. Ensuite, il faut être là aussi très lucide sur les leviers que l'on peut activer. On voit trop souvent des entreprises qui pensent qu'elles vont réussir à s'en sortir, je dirais, avec 1 ou 2 leviers miracles. Une situation qui va se débloquer avec un client ou avec un fournisseur important, alors que les discussions n'ont pas commencé ou sont mal emmanchées. Il faut vraiment être très lucide sur ce que l'on peut faire dans des délais très contraints. Et le dernier point, je pense, c'est qu'il faut agir de façon vraiment décisive
sans chercher, et c'est évidemment très facile à dire, très difficile à faire, sans chercher à se ménager des optionnalités. Là encore, je pense toujours au facteur temps. On voit souvent des entreprises qui repoussent un peu le moment où il va falloir prendre une décision et trancher, parce qu'elles pensent qu'elles vont réussir à s'en sortir, parce qu'elles pensent que finalement ce client va payer, que finalement ce fournisseur va débloquer cette discussion qui était un peu compliquée, et comme ça va passer. Oui, mais si ça passe pas, en fait, on a perdu autant de temps, consommé autant de trésorerie, etc. Et donc, voilà, je dirais, essayer d'être très lucide et mettre rapidement au clair, avec le soutien des différents acteurs, la situation, en particulier la situation de trésorerie. Encore une fois, être lucide sur les leviers qu'on peut activer. Et le reste, je dirais, pardon pour l'anglicisme, mais c'est de l'upside. Et tant mieux si ça se réalise. Mais il ne faut pas compter dessus. Et enfin, il faut agir de façon décisive, sans chercher à se ménager des optionnalités. Je dirais c'est les trois grands principes que je vois et qui, lorsqu'ils manquent, ne facilitent pas, disons, la résolution des difficultés. C'est très intéressant et je rebondis de façon un peu provocatrice en disant, mais au fond, dans vos expériences multiples, vous n'avez pas eu l'impression qu'à un certain moment, il y avait des compétences de dirigeants d'entreprise pour développer l'entreprise et des compétences de dirigeants d'entreprise pour gérer une entreprise en difficulté. Vous preniez l'exemple tout à l'heure, je vais y arriver, je vais finaliser la discussion avec ce client ou avec ce fournisseur. C'est l'expression même de la beauté de ce métier et de ses qualités d'entrepreneur, dirigeant et dirigeante. Mais à un moment donné, c'est formidable d'être comme ça, accro, convaincu, courageux, constant. Mais en période de difficulté, c'est pas forcément il faut être. Il y a d'autres qualités, plutôt de résilience, d'écoute. Est-ce que vous avez ressenti ça, de se retrouver en face de dirigeants et dirigeantes absolument remarquables, mais totalement pas adaptés, en tout cas, à la situation pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer? Alors, ça a pu arriver, mais juste pour qu'on soit clair, il faut garder cet état d'esprit. Puisqu'il ne faut pas se mettre dans une situation où on va rentrer toutes les voiles, tout arrêter et se contenter de gérer une situation de crise. Voilà, il faut garder cette volonté d'aller de l'avant, etc. Simplement, il faut se dire que dans un premier temps, on règle la difficulté et on recontinuera d'aller de l'avant une fois que la difficulté sera sous contrôle. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est là justement que le collectif devient très important. Que l'accompagnement des conseils, des actionnaires, des investisseurs, du tribunal de commerce, éventuellement des personnes qui font ça tous les jours dans l'État, peut être vraiment déterminant parce que toutes ces personnes vont pouvoir dire des choses aux dirigeants qu'il a besoin d'entendre et pour l'entendre, il ne disposera pas forcément des ressources en interne puisque de la même façon que lui est confronté à cette crise très subite et ça peut mettre un peu un coup sur la tête, ses équipes peuvent l'être également. Donc il a besoin de ce point de vue extérieur. Et peut-être aussi, effectivement, quand on est en difficulté et comme l'argent et la trésorerie est clé, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une vision à un moment donné court terme parce qu'il faut se battre chaque jour pour préserver autant que possible la trésorerie pour pouvoir se projeter. Donc c'est toute la difficulté de la direction en ce moment-là, c'est qu'effectivement il faut avoir son plan, mais avoir une gestion court terme, comment gérer mes stocks pour pas trop. Voilà, faut limiter les sorties de trésor, prendre les bonnes décisions, peut-être dans un délai plus contraint que celui dans lequel un dirigeant et la gouvernance prennent d'habitude ces décisions, parce que le temps est clé et il faut préserver ce qu'on peut préserver pour travailler à une solution dans des délais qui seront nécessairement contraints. Donc il faut avoir une rapidité et décider, et ce que j'ai tout à l'heure, la capacité à décider vite avec un nouveau... Voilà, intellectuellement, ça, on change un peu de monde. Voilà. Merci beaucoup. On a sollicité des témoignages. Donc, on va écouter David Butet, qui est le directeur général fondateur de l'Atelier Panel, le président du MEDEF Côte d'Or, qui va apporter son témoignage et on aura d'autres séquences de ce type jusqu'à la fin de notre webinaire. Donc, je suis David Butet, je suis président d'une entreprise qui s'appelle Atelier Panel, qui est une menuiserie d'agencement sur mesure particulière, puisque en 2020, jusqu'en janvier 2020, nous étions un fabricant de stands d'exposition et de décors pour l'événementiel, un peu partout en France et en Europe. Et le 17 mars, comme beaucoup de monde, je me suis retrouvé dans ce secteur-là avec 0 € d'activité.
du jour au lendemain. Et un bâtiment de 4000 m², 47 salariés, et puis tout ce qui va avec, les charges qui sont inhérentes à ce métier. Donc forcément, c'est une crise profonde et brutale qui s'est installée. Comment réagir face à cette situation-là? Je dirais qu'avec du recul aujourd'hui, les quelques bonnes pratiques que j'ai pu relever, il y en a quelques-unes. La première, c'est de tout de suite envisager comment réduire le maximum les charges courantes. Alors évidemment, avec les accompagnements d'État et ou régionaux et ou locaux qui ont existé pendant cette pandémie, mais aussi par des réflexes de non-consommation, par finalement du cost killing très très impactant rapidement. Puisque on ne prend pas forcément le temps de le faire dans un rythme classique. Le deuxième chose, c'est de surtout ne pas hésiter à communiquer largement et en profondeur avec ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, tout son environnement et les parties prenantes de l'entreprise. C'est important parce que ça permet aussi d'être assez transparent, ouvert, tout en communiquant, mais en n'étant pas défaitiste et en montrant qu'on est là aussi pour trouver des solutions, réfléchir, etc. Ce qui m'a d'ailleurs amené en troisième bonne pratique à réfléchir et avec des clients, et avec des fournisseurs, et avec des réseaux. Le premier réseau étant évidemment le réseau du MEDEF, dans lequel je suis très intégré, pour discuter avec des pairs, et réfléchir à comment, du coup, utiliser l'outil de travail, les hommes, les qualifications, pour faire un autre métier, qui celui-ci était permis pendant cette pandémie. Donc, ça m'a amené très vite, par exemple, à fabriquer des distributeurs de gel hydroalcoolique en bois, puisque c'était ma compétence, puisque je pouvais à la fois les écouler, puisqu'il y avait des besoins à peu près partout, et puis je pouvais aussi, du coup, refaire travailler ce que j'ai fait jusqu'à 11 personnes à temps plein pendant quelques mois, à partir d'avril jusqu'au juillet 2020. Donc voilà, c'est trois grandes catégories de bonnes pratiques pour pouvoir se dire que de manière brutale, il faut qu'on réagisse quand même très vite aussi, quoi. Un optimiste lucide, comme tout malade d'ailleurs qui arrive à remonter la pente. Donc, mon entreprise est malade. Quel est le parcours de soins? Patrick Sayer, devant le tribunal de commerce. Alors, il faut savoir que je n'aime pas forcément le nom de tribunal de commerce, qui d'ailleurs, je l'espère, bientôt s'appellera tribunal des activités économiques. Mais lorsqu'on pense à tribunal, on pense à condamnation, on pense à sanction. Et en réalité, on masque, Julien Braque l'a dit tout à l'heure, un pan essentiel de l'activité du tribunal. J'en profite pour vous dire que si parmi vous, il y en a qui habitent Paris ou un département limitrophe, nous sommes en phase de recrutement des juges 2025, donc n'hésitez pas à me faire parvenir votre candidature. Je referme la parenthèse. Ce que je disais est essentiel. Nous avons, au tribunal de commerce de Paris et au sein de l'ensemble des tribunaux de France, des juges qui non seulement interviennent effectivement pour régler des litiges ou prévenir ou traiter les difficultés des entreprises, mais qui interviennent également, à ce moment-là, ils ne sont pas en robe, ils interviennent en civil, et c'est important, pour accueillir, écouter les dirigeants, non pas les conseillers, les juges ne sont pas des conseillers, mais leur faire prendre, le cas échéant, conscience de la difficulté dans laquelle ils se trouvent et de leur recommander de se faire conseiller en fonction du commencement de diagnostic qui est opéré. Et nous avons, ça a été dit, nous avons plusieurs groupes de juges bénévoles. Nous avons d'abord ce qu'on appelle la prévention-détection, c'est-à-dire qu'on voit venir le nuage, mais il n'est pas encore là. Et les préventions-détection, elles viennent notamment lorsqu'il commence à y avoir trop de retard dans le dépôt des comptes, lorsque les capitaux propres deviennent, c'est une règle légale, même si ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en difficulté, mais lorsque les capitaux propres deviennent égales à la moitié du capital social, ou lorsque là, et c'est un signe plus fréquent de début de difficulté, lorsqu'il commence à y avoir des inscriptions de privilèges sur les biens de l'entreprise. À ce moment-là, vous êtes invité ou convoqué, peu importe,
Mais si jamais ça arrive à l'un ou l'une d'entre vous, n'ayez absolument pas le sentiment que c'est une démarche difficile. En réalité, c'est une démarche où vous allez rencontrer un homme ou une femme qui a été entrepreneur et qui va, si vous êtes, on revient au sujet de la gouvernance tout à l'heure, si vous vous sentez un peu isolé, et j'en ai rencontré souvent, des gens qui étaient complètement isolés, on va vous aider à dresser un début de diagnostic et à vous faire accompagner. Alors ensuite, il y a des procédures qui sont des procédures effectivement propres à la France et dont il faut qu'on se félicite et il faut que, plutôt que de laisser se faire pénétrer par les modèles anglo-saxons, on défende nos modèles français, qui sont des procédures qui ont été en réalité inventées par les juges, et je rends hommage au président Rouget qui avait en son temps inventé la procédure dite de mandat ad hoc, et maintenant, depuis, la procédure de conciliation. Ce sont, et ça a été dit par M. Braque, des procédures totalement confidentielles, mais qui, dès lors qu'elles sont placées sous l'égide du président, c'est la juridiction du président du tribunal de commerce devant lequel vous vous situez, elles donnent une certaine autorité aux négociations que vous pouvez commencer à avoir avec tel ou tel groupe de créanciers. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de traiter l'ensemble des créanciers. Vous pouvez en particulier traiter soit les créanciers publics, soit les créanciers bancaires, soit... Bon. Et il faut vraiment être conscient que c'est un moyen qui vous est donné pour prévenir une difficulté. Ça passera peut-être à terme par un réaménagement de votre dette qui sera public, mais si ça a été traité intelligemment dans un délai qui est de plusieurs mois, notamment conciliation, c'est 4 mois avec un mois supplémentaire le cas échéant, vous pouvez ensuite avoir une procédure entre guillemets publique qui est très très courte, qui est réduite au minimum. Et donc c'est un outil absolument formidable et ce qui, moi, alors il est en augmentation évidemment à cause de la conjoncture, mais il est en augmentation chez nous pour une très bonne raison, c'est que cet outil qui était perçu comme compliqué et destiné aux entreprises de grosse taille, il se diffuse et maintenant des entreprises de plus petite taille y font appel avec des conciliateurs, alors qui là ne sont pas des juges, hein, ces conciliateurs-là sont plutôt des partenaires extérieurs, en général des avocats mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, mais les coûts de traitement ont fortement baissé depuis le début à mesure qu'on s'adresse à des entreprises de taille petite. Donc vraiment, très important d'avoir en tête ces outils. Mais merci beaucoup Patrick Sayer de le dire et c'est notre combat au sein du MEDEF avec la commission entrepreneuriat de CA, d'arrêter de considérer que le tribunal des affaires économiques c'est une infamie. De la même façon que quand vous êtes confronté à un sujet, ça peut être une difficulté ou un autre, vous avez le réflexe de consulter votre expert comptable, votre avocat, etc. Eh bien, le tribunal de commerce, ça n'est pas simplement un lieu de contentieux ou un lieu de liquidation de votre boîte, c'est un lieu de conseil. Donc, il fait partie de la trilogie et je pense vraiment ce combat que nous devons mener de travail, de conviction et d'information est très important et en particulier dans la période actuelle. Vous pouvez être aidé, il y a toute cette phase où, en aucun cas, c'est une logique d'infamie, c'est un conseil parmi la palette de conseils que vous sollicitez régulièrement tout au long de la vie de votre entreprise. Et vous bénéficiez même du secret médical. Alors c'est assez merveilleux. Absolument, oui. On a un petit témoignage, je crois, là-dessus, non? Alors, David Butel nous a fait le témoignage tout à l'heure au cœur de la crise. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'il s'en est sorti? Concernant la gestion des charges dont j'ai parlé juste avant, il y a autre chose, c'est qu'il faut qu'on puisse trouver une solution rapide pour que ce ne soit pas une hémorragie pour l'entreprise, parce qu'on a 0 € de chiffre d'affaires, donc 0 € qui rentrent, mais on a beaucoup d'euros qui sortent. Donc dans ces cas-là, on peut faire du cost killing, c'est ce qui a été fait. J'ai vu 15 ans de trésorerie disparaître en 6 mois. Ce qui est assez perturbant. Et donc, très vite, je me suis retourné dans mon réseau
auprès du président du tribunal de commerce de Dijon, pour évoquer avec lui la situation. J'ai vu aussi avec mes conseils, à la fois avocats et experts comptables, qui sont quand même d'un fort soutien dans ces cas-là, pour se dire comment réagir. Et j'ai mis en place assez rapidement une procédure de mandat ad hoc. Donc ça a beaucoup d'avantages. Ça permet à la fois de renégocier les dettes, de figer des remboursements, comme des emprunts bancaires par exemple, de décaler des remboursements fiscaux ou d'URSSAF. Et ce qui permet tout simplement de piloter une trésorerie au plus juste, au quotidien, pour se dire que dans la reconstruction, on a mis un point mort le plus bas possible dans son quotidien pour se relancer. Et seule une procédure de mandat ad hoc comme celle-ci peut le permettre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi-même, je n'avais pas eu l'idée de faire tout seul. On a souvent un peu une appréhension vis-à-vis d'un dispositif comme celui-ci. Peut-être que la chance, entre guillemets, de ce qui m'est arrivé, si on peut dire que c'est une chance, c'est que le Covid ne m'a pas rendu responsable de ce qui se passait. C'est-à-dire que ce n'était pas de ma faute. Donc du coup, toutes les solutions étaient les bonnes pour y arriver. Ce qui peut-être est moins le cas quand un chef d'entreprise peut se sentir responsable de ce qui se passe. Mais en tout cas, cette procédure est assez formidable. Elle permet pendant 1 an, voire un peu plus, de pouvoir tout étaler, de pouvoir tout envisager sur plusieurs mois et plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a permis de dépasser la crise très largement. Oui, merci. Je crois que Marine souhaitait revenir sur quelques cas concrets. Et si je puis me permettre de compléter le propos du dirigeant qu'on vient d'entendre sur la palette, je souhaiterais insister sur le fait qu'il y a dans l'État, en centrale à Paris et partout sur le territoire, des gens bienveillants, compétents, qui travaillent dans des services publics dédiés à l'accompagnement des entreprises en difficulté. Là encore, dans un cadre parfaitement confidentiel, qui peuvent à la fois, je dirais, jouer un rôle de médiateur, aux côtés évidemment de ce que peut être le rôle du tribunal de commerce et du conciliateur ou du mandataire ad hoc s'il a été nommé. L'État peut, je dirais, jouer de son autorité morale dans certaines discussions, et ça peut impacter, je dirais, positivement la dynamique de certaines discussions si l'État est autour de la table. Ces gens peuvent, et dont le CIRI évidemment fait partie, peuvent également jouer le rôle d'interface avec certaines parties de l'administration qu'on peut avoir du mal à toucher. Et ça peut permettre de mobiliser des outils qui vont être utiles, soit pour gérer l'urgence, soit pour se relancer. Et puis enfin, évidemment, il y a une composante financière. Je veux simplement donner quelques noms pour que les gens les aient en tête, mais en réalité, c'est assez facile de les trouver. Il suffit de taper dans un moteur de recherche, évidemment de préférence français, accompagnement entreprise en difficulté État, et très rapidement on trouve un petit descriptif, les outils qui sont à disposition de ces équipes de services publics et les façons de les contacter, un numéro de téléphone. Enfin, moi je reçois des appels entrants assez régulièrement, des mails qui viennent nous présenter une situation, solliciter un rendez-vous, et honnêtement on les accepte, je ne vais pas dire dans 100% des cas, mais dans 95% des cas. Et les 5%, c'est parce que manifestement, il y a eu on réaiguille vers le bon interlocuteur. Donc c'est le CIRI, c'est la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises, la DIR, qui s'occupe plus de sites industriels, qui est aussi rattachée au ministre à Paris. Sur le territoire, il y a les CODEFI, il y a les CRP, qui sont des équipes ou des personnes vraiment dédiées à l'accompagnement, qui font ça toute la journée, donc qui ont des réflexes qui peuvent vraiment être très utiles au soutien d'entreprise. Et donc surtout, il ne faut pas hésiter à les solliciter. C'est un service public qui est là pour ça, au service de l'entreprise en difficulté. Et qui peut faire dans certains dossiers la différence pour apporter la petite chose en plus qu'on va avoir besoin pour parfois boucler effectivement notamment un dossier qui se présente bien. Alors peut-être d'un point de vue assez concret, on a un droit, comme ça a été rappelé, qui est extrêmement sophistiqué quand il s'agit de traiter les difficultés d'entreprise, qu'il s'agisse dans un cadre de prévention ou un traitement judiciaire. Et donc ça veut dire qu'on a toute une palette de possibilités qu'il faut pouvoir utiliser à bon escient
Et pour pouvoir étudier à bon escient, il faut évidemment pouvoir comprendre l'intérêt de l'un par rapport à l'intérêt de l'autre, parce que parfois la prévention ne va pas forcément être la solution qui va être la bonne, mais dans un certain nombre de cas, la prévention permettra d'aboutir à une solution de par la confidentialité qui est source évidemment quand des difficultés sont sur la place publique, évidemment ça crispe les relations avec les fournisseurs, ça complique les relations avec les clients, ça peut aussi compliquer en interne au niveau des salariés qui ont une crainte. Donc c'est vrai que la prévention des difficultés par rapport à ces outils, de par la confidentialité qui lui est attachée, est un outil assez précieux. Mais une fois encore, il faut faire le bon diagnostic, parce que si on va en prévention quand c'était pas la mesure qui était la bonne, en fait, on aura perdu du temps, on aura brûlé du cash, et donc ça permettra peut-être parfois de ne pas avoir la solution qui aurait été celle qui peut être trouvée. Donc c'est vrai que ce qui est au cœur de cela, c'est quoi? C'est le diagnostic. Et le diagnostic qui doit être fait, il est évidemment fait au vu des éléments chiffrés, et notamment une notion dont il faut parler, qui est la cessation des paiements. Parce que la cessation des paiements, c'est évidemment un mot qui peut faire peur. Si on est en difficulté trop avérée et trop en paiement, j'allais dire manifeste, il y a des procédures de prévention qui vont être fermées, alors qu'elles auraient pu être utilisées si on était un petit peu avant. Donc le rôle du conseil va être, et de l'entreprise et de l'équipe qui va être mise en place, de regarder, après avoir posé le diagnostic, quelle est la procédure qui est la plus intéressante et qui va permettre d'aboutir à l'objectif qu'on veut voir aboutir. Évidemment, la prévention, le taux de succès est très important. Ça veut bien dire que plus on est tôt, plus on trouve une solution et plus on embarque nos partenaires. Parce qu'une fois encore, on ne sort pas des difficultés tout seul. On sort des difficultés parce qu'on aura trouvé un accord avec ses principaux créanciers, parce qu'on aura trouvé un accord avec ses actionnaires qui remettront au pot, parce qu'on aura trouvé des accords avec ses principaux fournisseurs qui nous permettent de donner l'oxygène dont on a besoin. Et donc pour poser ce diagnostic qui est clé, parce que si on s'oriente mal au début, on ne va pas utiliser les bons outils. Là, ce sont les paiements. Il faut savoir ce que c'est. Et c'est vrai que, parce que ça appelle une réaction. Ça appelle une réaction, si on la voit venir, avant même qu'elle soit là. Et ça aussi amène une responsabilité si jamais on ne fait rien. En tant que chef d'entreprise, on est responsable de ne pas aller au tribunal dans des délais qui sont ceux prévus par la loi, c'est-à-dire grosso modo les 45 jours d'une cessation des paiements. Et donc évidemment, suivant que l'entreprise sera pas encore en cessation des paiements, c'est-à-dire que, on aura toute la palette de la prévention qui sera ouverte. On aura aussi une procédure qu'on appelle la procédure de sauvegarde, qui permet également de restructurer une entreprise et d'étaler le passif d'une manière plus peut-être structurante, parce que les délais qu'on peut obtenir en procédure collective parfois sont peut-être nécessaires et meilleurs que ceux qu'on peut avoir en prévention. Donc il faut pouvoir comprendre quelle est la palette des outils, prévention versus traitement judiciaire pour quelque chose d'un peu plus massif. Et dès lors qu'on s'oriente en prévention, ça veut dire qu'on va essayer de trouver un accord, parce que la prévention, on sort par un accord qui est une unanimité, donc par un protocole d'accord, où on aura trouvé une solution qui pourra être un réaménagement de dette fiscale, publique, bancaire, fournisseur, qui peut passer par de l'injection de fonds nouveaux, donc on aura de la new money qui va être apportée en même temps qu'on aura traité le passif qui aura été constitué. Ça peut être beaucoup de choses, et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on parle de prévention, c'est qu'il n'y a pas de limite quelque part. Il y a une grande flexibilité, et tout accord qui permette de trouver la solution qui était celle qui devait être trouvée, elle peut intervenir dans le cadre de la prévention. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de limite, il y a une limite temporelle pour la conciliation, qui est une procédure de prévention. On va discuter à l'amiable dans un délai contraint qui est de 5 mois. Mais si jamais on s'y est pris un peu plus en avant, comme c'était le témoignage précédent, le mandat ad hoc, qui est un outil de prévention, on va négocier de manière confidentielle, nous donnera plus de temps. Donc à chaque fois, chaque dossier, c'est ça l'intérêt de notre droit français, une sophistication, et il permet de répondre à beaucoup de solutions, et à chaque fois d'adapter aux besoins, d'adapter à la situation juridique la solution qui pourra être mise en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prévention peut trouver une fin aux difficultés par la signature d'un protocole, d'accord ? Donc c'est l'unanimité, c'est contractuel. Peut aussi préparer parfois une procédure collective et qui permettra également de préserver l'entreprise par le rebond qu'elle associera. Donc voilà, c'est une flexibilité, une adaptabilité des outils juridiques, et donc en tant que chef d'entreprise, il faut connaître bien le prisme
pour avoir des réflexes quand on voit les éléments arriver, se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire », et après, entourer des conseils, aussi bien juridiques que financiers, poser bien les diagnostics pour faire le choix de la bonne procédure et après du plan à mettre en place pour favoriser la survie de l'entreprise. Oui, je partage évidemment tout ce que vient de dire Marine. Je souhaitais simplement réinsister sur 2 points qui se résument d'une façon assez simple. C'est plus on anticipe et plus on se saisit tôt de ces outils, plus on garde le contrôle à la fois de l'information, puisque le mandat ad hoc et la conciliation sont confidentiels. Les autres procédures ne le sont pas. Et le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde dans une large mesure, le chef d'entreprise reste totalement aux commandes de l'entreprise et totalement maître de son destin. C'est lui qui met la proposition sur la table. Alors évidemment, il faudra que les autres parties prenantes soient d'accord, mais il garde les commandes. Donc plus on anticipe, plus ça reste confidentiel et plus on reste en contrôle. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plein de choses à retenir, c'est absolument passionnant. C'est que il y a 2 épouvantails qu'il faut que vous sortiez de votre tête. C'est le tribunal dit de commerce, mais des affaires économiques, et les relations avec l'administration. Parce qu'on le sait, je veux dire, la réaction naturelle, on parlait d'intuition tout à l'heure, et oula, tribunal, oula, administration, bah non. Au même titre, on l'évoquait, que votre avocat, votre expert comptable, c'est-à-dire Delphine, vous vouliez intervenir. Oui, je veux ajouter un 3e épouvantail. Et pardon, je vais prêcher pour ma paroisse. Qu'on veut, au contraire, qu'on veut faire disparaître. Exactement. Oubliez-le. Exactement, c'est le nouvel actionnaire. En cas de besoin d'argent frais, parfois mettre en place des structures avec des dettes coûteuses ou, comme je le disais, des moyens de financiarisation des actifs qui vont priver l'entreprise de ses actifs, ça peut, in fine, être des solutions à court terme et des emplâtres sur des jambes de bois, alors que faire appel à un nouvel actionnaire, comme Arcol, pardon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais qui peut être un actionnaire minoritaire ou majoritaire, en fonction des cas et en fonction des situations, et si possible, comme le disait évidemment Julien tout à l'heure, pas trop tard dans la trajectoire de l'entreprise, ça peut également être une solution qui apporte des réponses concrètes tout en préservant l'intérêt des dirigeants et des actionnaires en place. Et on sait être très créatif dans ce domaine. Formidable. C'est comme on dit, music to my ears, pour continuer à faire du franglais, musique à mes oreilles. On voit trop souvent des dirigeants repousser le problème. Et dans certains cas, se saisir de la palette des outils qu'on évoquait tout à l'heure pour repousser le problème ou la question inexorable qui va être un véritable renforcement des fonds propres et peut-être l'apport par un nouvel actionnaire d'une stratégie, le cas échéant, plus adaptée à l'entreprise. Et on peut tous avoir en tête des exemples récents et significatifs de problèmes qui ont été trop longtemps reportés. Et à la fin des fins, tout le monde est perdant. Le dirigeant, le corps social et parfois les autres parties prenantes. On est aujourd'hui dans une difficulté particulière, c'est que un certain nombre d'entreprises portent à la fois un excès de dettes dues à la conjoncture et ce qu'on appelle les dettes Covid. Et on a l'habitude de dire au tribunal de commerce, si vous avez, et c'est franchement pour donner un indice, ça n'a rien de scientifique, vous avez une année de chiffre d'affaires de dette, on le reportera sur 10 ans. Un certain nombre de mandataires et administrateurs judiciaires me disent aujourd'hui, Président, ce n'est pas une année qu'on a aujourd'hui, c'est en réalité 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a une année de difficultés traditionnelles, plus la partie des PGE que l'on n'a pas pu rembourser, et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Il faut se le dire, si on doit 2 années de chiffre d'affaires, et encore une fois, je ne généralise pas, hein, ça dépend du secteur, c'est très difficile à amortir sur 10 ans. Ça fait des annuités, alors elles peuvent être croissantes, mais des annuités moyennes de 20% du chiffre d'affaires, ça n'existe pas. Donc c'est typiquement, on aurait pu imaginer un fonds d'État qui effectivement aiderait les petites entreprises à traiter le problème, mais en l'absence d'outils de cette nature,
il ne faut effectivement, et Delphine Nesta, vous avez raison de le dire, il ne faut pas hésiter à aller voir des fonds qui s'intéressent aux entreprises de moyenne taille et sachant qu'ils sont là pour vous accompagner sur le moyen terme et si ça se trouve au bout d'un moment, ils seront ravis de recéder et vous reprendrez la totalité du contrôle de votre entreprise. Et peut-être juste une précision, parce qu'on parlait effectivement de dette Covid, qui est quand même la dette qu'on voit quand même dans tous les dossiers du PGE dans un certain nombre de cas, c'est que pour réaménager son PGE, quand on voit que les échéances, on ne va pas réussir à y faire face, la prévention, sauf pour les PGE qui sont de moins de 50 000 euros, où c'est la médiation du crédit qui est l'interrupteur naturel, le réaménagement du PGE se fait dans le cadre d'une prévention, puisque c'est ce qui permet aux banques de bénéficier de la garantie de l'État. Donc c'est aussi un outil qui vient aller accélérer le nombre. Quand vous voyez, si certains sont concernés, que le PGE, le remboursement bancaire global pose difficulté, vous n'aurez d'autre choix de toute façon pour rediscuter, réaménager votre bancaire et plus généralement l'ensemble de votre passif, de passer par une mesure de prévention puisque les textes imposent. Sinon, ça sera une procédure collective qui évidemment est un petit peu plus traumatisante pour l'entreprise. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Et alors, le problème, c'est qu'on a plein de questions des gens qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup pour vos nombreuses questions. Alors, il y en a une tout de suite, financière, justement. Le mandat ad hoc et la conciliation sont-ils payants ? Oui. C'est effectivement payant. Donc, là, il faut faire attention. C'est évidemment adapter le coût à la taille de l'entreprise. Ce sur quoi nous, avocats, on fait attention quand on voit les conventions d'honoraires de la part des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, mais là-dessus, il y a une conscience de l'adaptabilité des montants par rapport à la taille de l'entreprise, mais il y a un coût de l'intervention du mandataire ad hoc ou de conciliateur, le coût également de conseil, évidemment financier et juridique, après avec à chaque fois une prise en compte de la particularité. Donc ce qu'il faut, je pense, comprendre, c'est oui, ça coûte, mais il ne faut pas se dire parce que ça coûte, j'y vais pas. Après, chaque acteur va adapter ses honoraires au dossier. À mon sens, en tout cas, c'est le message à faire passer. C'est le tarif minimum sécurité sociale, en fait. Il y a une autre question, peut-être, Juliette, et alors, on va pouvoir on en prend une dernière bientôt. Alors, pouvez-vous nous dire vos expériences concernant le dialogue entre exécutif et conseil d'administration ? Y a-t-il un risque de crise, de gouvernance, dans la crise ? Comment gérer ce genre de situation ? Qui veut répondre ? Merci. Alors, chez Arcol, on met en place des systèmes de gouvernance très simples, puisque on est un investisseur, certes financier, mais extrêmement impliqué dans la gestion des entreprises, puisqu'on peut aller jusqu'à la prise de mandats sociaux exécutifs dans les entreprises qu'on rachète. Donc, ce faisant, on n'a pas, pour ainsi dire, pas de problématique de gouvernance, puisque l'équipe qui a déterminé le plan de redéploiement, en lien avec les dirigeants de l'entreprise, est l'équipe qui va ensuite accompagner ces mêmes dirigeants dans la mise en œuvre de ces déploiements. Donc, je pense que ce qui compte, en effet, pour éviter la crise dans la crise, et on en parlait tout à l'heure, c'est de la communication et la transparence, et ne pas cacher les difficultés et les assumer, quelle qu'en soit la cause, afin de pouvoir essayer de trouver des solutions. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est assez triste, finalement, de voir que quand il y a une crise, il y a effectivement un comportement qui dérive parce qu'on a honte ou parce qu'on veut cacher ce qu'on n'a pas bien fait, etc. Et donc, ça accentue la crise de l'entreprise parce que la gouvernance ne fonctionne plus correctement. Et la gouvernance au sens je te challenge, je suis bienveillant, mais je peux t'aider à justement prendre la décision beaucoup plus rapidement que prévu. C'est un peu impressionnant. Je pense qu'on l'a tous vécu, tous et toutes. Difficulté arrive, tout d'un coup, vous êtes au board, vous n'êtes plus informé ou mal informé, on vous dit pas tout. C'est d'ailleurs le cas parfois pour le personnel et puis d'autres parties prenantes. Un peu triste, donc retenez-le. Au contraire, c'est peut-être plus encore que quand ça va bien, où là le reporting suffit, qu'il faut dialoguer. Alors, on le voit, hein, c'est au sein des crises que les personnalités se révèlent au sein des conseils. Alors, règle numéro 1, ne pas être trop nombreux.
Moi, j'avais toujours imposé dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai été un maximum de 12. 12, c'est déjà considérable et ça concerne des très grandes entreprises. Mais idéalement, 6, 7. Et à l'intérieur de ces 6, 7, lorsqu'il y a une crise, on verra que c'est un groupe de 4-5 personnes où chacun prend implicitement une casquette. L'homme du chiffre court terme, l'homme du rebond, parce qu'il faut quand même penser à ce qui va se passer après-demain, l'homme qui va voir le volet social, qui peut-être à un moment devra être traité. Monsieur tout à l'heure disait qu'il a dû prendre en discussion et en partenariat avec les partenaires sociaux des mesures de cost-cutting rapides. Et elles ont été comprises parce qu'elles ont été dialoguées. Il y aura un homme de la relation avec les banques. Et on voit très vite au sein des conseils la façon dont se dessine en fonction des expériences et de l'intérêt. Et puis il y a ceux qui restent en dehors, qui pensent à se protéger. Pour cela, il faudra savoir leur dire merci un jour ou l'autre. On termine parce que le temps court et on ne veut pas mobiliser trop ceux qui nous écoutent, mais on voudrait vraiment terminer parce que c'est une aventure formidable, l'entreprise, et montrer que bien il y a des rebonds et il y en a beaucoup. Donc on a un petit témoignage et puis ce sera intéressant de vous écouter en guise de conclusion sur quelques exemples que vous avez, pas utile forcément de nommer les noms, mais il y a eu des rebonds incroyables post-difficultés très importantes. On écoute David. C'est vrai que tout ce qui m'est arrivé à partir de mars 2020, et j'ai envie de dire peut-être même un peu avant, parce que la particularité de mon métier fait que dès décembre 2019, j'ai eu des pays qui étaient empêchés. Donc j'ai commencé à avoir de l'arrêt d'activité sur l'Italie, sur l'Allemagne, etc. Donc j'ai vu arriver les choses. Et le fait de se dire au mois de mars, on est à zéro, et ça dure, parce que ça a duré 2 ans, l'empêchement de mon métier premier, c'est qu'on se dit que c'est la fin et que tout est terminé. Et pendant pas mal de semaines et de mois, c'était ce que j'avais en tête. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on ne s'arrête pas, qu'on essaye d'imaginer des diversifications, qu'on essaye d'imaginer du redéploiement, qu'on emmène avec soi un collectif, comme je le disais, à la fois les salariés, les fournisseurs, les clients et les réseaux. C'est là où on se rend compte que si on fait du travail à peu près bien quand même et qu'on est apprécié, il y a des gens qui font appel à vous. Et c'est ce qui m'est arrivé, quelqu'un qui m'a tendu la main assez vite dès la fin d'année 2020, qui m'a confié la fabrication sur mesure de l'intégralité du mobilier de son hôtel qu'il refaisait complètement. Et ce premier chantier m'a permis un rebond formidable, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Atelier Panel n'est plus une menuiserie standiste, mais nous sommes une menuiserie d'agencement sur mesure et on fabrique du mobilier pour des hôtels, des restaurants, des boutiques, des agences bancaires, des laboratoires d'analyse médicale, un peu partout en France. Et l'ensemble du chiffre d'affaires que je faisais dans l'événementiel se fait dans ce métier-là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Donc 3 ans après. Et c'est grâce à ces collectifs que j'ai pu le mettre en place, parce que tout seul, c'est pas possible. Et il faut se rendre compte qu'en fait, on est capable de faire beaucoup de choses quand on est en groupe. Belle conclusion, chère Juliette, je te laisse le final. On pourra peut-être dire un petit mot, mais on le mettra en positionnement compte tenu de l'heure sur le site gouvernance-d'entreprise.fr. Mais le MEDEF a vocation d'accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses dans tous les aspects de la vie de leur entreprise et a sorti un remarquable book sur la prévention des difficultés des entreprises. Donc vous pouvez flasher le QR code et y avoir accès directement. Juliette, je te laisse la parole pour la conclusion. Bon, en fait, la gouvernance, c'est comme une équipe de foot. On gagne tous ensemble et on perd tous ensemble. Ça me parle pas mal, hein, le foot. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai pris l'image, juste pour te faire plaisir. Ou la gouvernance, ça peut être vu aussi, le mot d'origine, c'est gouvernail. Et c'est là où il faut que vous compreniez, vous êtes chef d'entreprise, vous tenez le gouvernail. Mais vous devez bien vous entourer pour être sûr que la personne qui est derrière en train de larguer les amarres, elle a bien largué les amarres avant que vous mettiez le moteur. Que les personnes sur les côtés qui sont en train de monter les voiles sont bien prêtes au bon moment pour le faire. Que vous avez vu les vagues venir, la première, la seconde,
et que d'autres personnes qui étaient de l'autre côté du bateau vous ont dit « Attention, attention, il y a celle-là qui est en train d'arriver. » Parce que vous devez garder la main sur le gouvernail, décider. Parfois décider vite, parce qu'il faut le faire vite. Vous devez garder l'œil sur la boussole, et il faut que vous ayez le temps, ça a été dit par tout le monde, de garder la tête dans les étoiles. Parce qu'un rebond n'est possible que si vous gardez la tête dans les étoiles. Merci à toutes et à tous. C'était absolument passionnant et la métaphore maritime est tout à fait explicite. Merci beaucoup de votre écoute et on vous dit à très bientôt puisque nous avons l'occasion d'aborder différents sujets au travers de nos webinaires et on constate qu'il y a une vraie présence. Donc, on participe à ce débat et à cette aide qu'on veut vous apporter en tant que dirigeants et dirigeantes parce que la vie de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est pleine de joie, mais parfois difficile et la période d'aujourd'hui le confirme. Merci infiniment pour votre écoute et merci à nos intervenants et intervenantes pour ces contributions passionnantes. On est très honorés de vous avoir reçus.